Salut les petits viewers du XXIe siècle, bienvenue dans Hermite Critique, l'émission critique d'Hermite. On se retrouve une fois de plus pour une nouvelle émission chargée de sponsors NordVPN afin de s'attarder cette fois-ci sur une nouvelle licence, une nouvelle saga, une des années 80 dont je suppose vous connaissez déjà, Terminator. Comme on n'est pas des gros sagouins, on va commencer par le premier film, bon on va faire quand même dans l'ordre, et on va commencer par Terminator sorti en 1984 et réalisé par James Cameron. En 2029, la surface de la Terre rasée par une guerre nucléaire voit une poignée de survivants se battre contre les machines qui tentent de prendre le pouvoir. Grâce à la détermination du résistant John Connor, l'humanité reprend progressivement le dessus. Pour gagner la guerre, les machines envoient à Los Angeles en 1984 un cyborg à l'apparence humaine afin de tuer Sarah Connor, la mère de John. Pour y faire face, ce dernier envoie à la même époque Kyle Reese, un résistant humain, afin de protéger sa mère. Trouvant ses origines dans un cauchemar fiévreux de James Cameron, Terminator est un thriller efficace au cours duquel le Terminator est superbement illustré comme une machine inarrêtable. On le dit mais surtout on le montre. Qu'il s'agisse d'un groupe de dangereux punks, d'un commissariat entier des années 80 ou d'un homme du futur connaissant déjà la menace, rien ne pourra empêcher notre héroïne d'être pourchassée sans relâche. On montre d'ailleurs la dangerosité du Terminator à travers sa recherche préalable de Sarah Connor. Sa connaissance des armes, sa capacité à adapter son langage et à imiter la voix des autres êtres humains, ainsi que sa capacité d'analyse lui servent tout autant que son corps inarrêtable. Ce n'est pas qu'un guerrier, c'est également un traqueur, un chasseur, un véritable prédateur. Ironiquement, ce qui transpire personnellement en ce qui concerne ce film, c'est sa vraisemblance. Contrairement aux productions actuelles, on ne croit pas au fantastique dès le début. Et ce n'est que lorsque la menace surnaturelle est déjà présente dans le film qu'il est trop tard que tout le monde y croit. On pourrait y voir une critique réelle de l'humanité attendant d'être au bord de la destruction pour croire aux préventions de ceux qui ont vu la menace arriver. Un peu à l'image des problèmes climatiques et environnementaux à laquelle fait face la société actuelle. Le film possède une ambiance de course-poursuite constante. D'abord suivant Kyle Reese et le Terminator pourchassant Sarah, et enfin les deux amants poursuivis. La course-poursuite sera d'ailleurs le gimmick le plus présent de la franchise, dont chaque opus portera son attention à un moment donné sur une course-poursuite en véhicule. Ici, entre autres, c'est la scène avec le camion qui marquera le métrage. La réalisation de James Cameron est efficace, nerveuse, illustrant parfaitement une œuvre à l'ambiance néo-noire. Le cadrage du Terminator est imposant, il domine les plans, parfois même en contre-plongée. Tout est fait pour l'iconiser et montrer sa domination sur l'univers et le monde qui l'entoure. La photographie bleutée du film rappelle la machine, le mécanique et suit ainsi l'ambiance du film. La guerre futuriste est donc le pinacle de cette imagerie bleutée parsemée de lumières artificielles et de lasers donnant un certain charme à l'ensemble. Cette guerre restant très ancrée dans le réel en montrant des civils se cacher dans des souterrains et souffrir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Terminator nous présente donc le personnage de Sarah Connor. Au début, cette dernière s'avère calme, voire ennuyeuse. Elle possède un job ingrat et quelques amis afin que quiconque puisse se reconnaître dans ce personnage à la vie simple. La rendre banale permet de créer un contraste avec son importance dans le futur, sa destinée. C'est une femme subissant le système et cachant une force prodigieuse dont elle n'a même pas conscience et qu'elle dévoilera au fil de l'œuvre. En plus de tout cela, elle est destinée à donner naissance au sauveur de l'humanité, telle une Sainte Marie donnant naissance à un Jésus moderne. Quant à Kyle Reese, c'est un rescapé de guerre empli de visions l'ayant traumatisé. Il est d'abord narrativement perçu comme une potentielle menace par le personnage principal et accessoirement les spectateurs, mais il va pourtant devenir le mentor de notre héroïne. Motivés par un amour traversant le temps, ils finiront par tous deux consommer cette passion et accomplir comme une prophétie donnant finalement naissance au sauveur de l'humanité. Les policiers sont également un point fort du film. Ces derniers ne voient pas la menace arriver car totalement invraisemblable, et leur idée que Kyle Reese soit fou tient simplement du bon sens. Contrairement aux facilités trop vues dans le cinéma hollywoodien, ce ne sont pas des idiots pour autant pour ne pas croire les personnages principaux, et ces derniers sont simplement dépassés par la surpuissance de la menace qui les submerge. Tous ces personnages dépeints au cours de cette critique sont parfaitement interprétés par une sélection d'acteurs et d'actrices à l'époque très peu connus, à l'exception d'Arnold Schwarzenegger qui avait déjà brillé à l'époque pour son rôle de Conan le Barbare. À côté de ça, le rapport à la chair est un élément central du métrage. La peau du Terminator s'opposant au squelette synthétique et se confondant tous les deux. Si les personnages arrivent démunis et nus dans le présent, ce n'est pas que pour admirer de jolies fesses. On ne distingue plus le mécanique de l'organique. Ce rapport est mis à mal notamment par la destruction progressive de l'enveloppe humaine de la machine, dont l'aspect horrifique se révèle au fil des obstacles qu'il surmonte.
y compris des innocents comme l'ami de Sarah Connor, le petit copain, ou bien une autre personne portant le même nom, révélant chaque fois plus sa dangerosité. Un autre thème extrêmement important est cette relation à la fin du monde. Les Terminators et Skynet proviennent d'une guerre nucléaire. Inquiétude maximale lors de la sortie du film, en pleine guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Il est d'ailleurs amusant de remarquer que seuls les animaux comme les chiens repèrent d'entrée la créature synthétique, au même titre qu'ils sont les premiers à ressentir l'arrivée d'un danger tel qu'une catastrophe naturelle. Par ailleurs, cet apocalypse a été mis en place par les machines, et le film critique alors la course à la technologie telle qu'on la voit aujourd'hui, jusqu'au moment où les machines décideront de nous éliminer si on en croit James Cameron. Tout cela n'a jamais été plus actuel qu'aujourd'hui avec le questionnement sur l'IA et la conception de création, de propriété intellectuelle. On a quand même des machines qui recréent et imitent des acteurs morts. Les Terminators sont là. Et comment parler de Terminator sans s'attarder sur ses effets VFX révolutionnaires? Qu'il s'agisse de l'intérieur de la main du Terminator avec tous ses câbles, son œil expulsé révélant un œil mécanique, ou bien encore l'apparence réelle du Terminator, tout est absolument renversant. Il est vrai qu'aujourd'hui ces effets ont quelque peu vieilli, que l'animation stop motion et les animatroniques ne sont plus au niveau de ce qu'on fait actuellement, mais le film reste un bijou avant-gardiste pour son époque. Enfin, la bande originale signée Brad Fiedel est également mythique. Elle est froide, métallique, rappelant comme une œuvre créée de manière synthétique, avec une ambiance pour le thème principal rappelant une chaîne de production qui ne s'arrête pas. Ainsi donc, James Cameron nous a offert une masterclass, un chef-d'œuvre, un classique qui ne sera jamais égalé dans la saga, ou du moins jamais dépassé. En même temps, bon, tu me diras James Cameron. Est-ce que James Cameron peut battre James Cameron? Pas sûr. Donc, on va tout de suite s'attarder, sans plus attendre, à Terminator 2, par James Cameron également. Oh, bonjour, cher monsieur. Comment allez-vous? Gunther. Ah non, monsieur, Gunther, c'est le voisin d'à côté. Un voisin fortement très sympathique. Il m'a invité chez lui pour manger un excellent pudding. Mais vous savez, j'entends souvent des bruits extrêmement suspects. Je pense qu'il viole des jeunes femmes et des enfants. Une fois, j'ai vu séquestrer un enfant et le violer jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas grave, c'est un excellent voisin. Un sympathique, j'ai dormi avec lui, il me fait des câlins et tout. Au revoir, ce monsieur, revenez vite pour le pudding. On a trop de points communs en fait. C'est vrai. Copine. Bon, je vais lancer une unpopular opinion, comme on dit sur Twitter, une opinion un petit peu impopulaire. Je préfère l'original à la suite. Calmez-vous, calmez-vous. Rangez les fourches, rangez les flingues, ne vous scarifiez pas sur du Dépêche Mode. Calmez-vous. Je vais vous expliquer en quoi. En 2029, après son échec pour éliminer Sarah Connor, Skynet programme un nouveau Terminator, le T-1000, pour retourner dans le passé et éliminer son fils John Connor, futur leader de la résistance humaine. De leur côté, les hommes du futur ont envoyé dans le passé un Terminator chargé de protéger le jeune Connor. Le duel va alors prendre des allures titanesques. Et tandis que l'enfant enseignera à ce Terminator des rudiments d'humanité, sa mère tentera par tous les moyens d'empêcher la création des premières machines intelligentes. Avec l'aide du Terminator, ils combattront pour influencer le futur. Ce film est tout simplement un remake plus grand et plus fort que le premier film. L'aspect thriller du premier opus est ici délaissé au profit d'un film d'action de très bonne facture. Tous les excellents points de l'original sont de retour avec plus de budget. On retrouve ainsi la même volonté en plus grand, en plus fort. Cela se retrouve entre autres via les scènes d'action dans l'épique de tournis tant les curseurs ont été poussés au maximum. La réalisation de James Cameron est toujours au top, avec des séquences excellemment montées et des cadrages mettant parfaitement en avant l'action qui nous est présentée. On garde également la photographie bleutée iconique du premier film, ce qui crée une continuité entre les deux métrages.
On peut également noter le retour des scènes de course-poursuite en véhicule, comme pour le reste, avec beaucoup plus de moyens et donc des scènes encore plus spectaculaires que les précédentes. En ce qui concerne les personnages, on a une excellente évolution pour Sarah Connor. Devenue une guerrière à moitié folle, au début du film elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique afin d'illustrer le traumatisme qu'elle a vécu par le passé. Mais c'est avec son évasion et tous les éléments mis en place après ça, qu'on découvre le gap entre la jeune femme du premier film et la guerrière devenue extrême et sans pitié qu'on a face à nous. Ce personnage traumatisé ayant des visions de l'apocalypse à venir, Linda Hamilton l'illustre parfaitement, en offrant une prestation marquante qui atomise celle qu'elle a offerte lors du premier film. L'acting de Schwarzenegger est quant à lui très sobre et plat comme une machine, tant mieux car c'est la seule fois où il sera un bon acteur avec également le rôle de Conan. Mais on peut également noter que son personnage, de par son écriture, possède quelques légères différences de facettes. Là où dans le précédent récit ce dernier devait uniquement être froid et impressionnant, ici son rôle de protecteur et son parcours d'humanisation tend à rendre son personnage extrêmement sympathique. La différence de jeu est donc subtile certes, mais pourtant présente. Il faut noter par ailleurs que le renversement de situation pour le T-800 de Schwarzy, qui laisse penser qu'il est le méchant en début de film pour s'avérer au final être le protecteur de John, est savamment orchestré et parfait pour prendre le spectateur de court. Il s'humanise donc au fil de l'œuvre et représente une véritable figure paternelle pour le jeune homme qui en a toujours cruellement eu besoin et manqué. En ce qui concerne John Connor, l'acting d'Edward Furlong est totalement convaincant dans ce personnage de petit con, certes cohérent avec l'histoire, mais parfois légèrement agaçant, tant son impertinence donne envie de l'éduquer à la façon d'un OSS 117. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux, hein. Ça la mère de là-bas t'es mouftait pas. Et les gamins pareil! De l'autre côté, le T-1000 est un excellent méchant froid et inventif. Superbement interprété par Robert Patrick, ce nouvel antagoniste présente de nouvelles capacités robotiques, sublimées par des VFX encore meilleurs que le premier film. L'imitation de personnes est encore plus poussée, et son remodelage liquide en fait le prédateur parfait. En somme, il s'agit d'un personnage encore plus ambigu, un méchant plus terrible encore, qui s'infiltre plus facilement pour vous détruire. D'ailleurs, tous les VFX sont également révolutionnaires. Ce long métrage fait l'exploit de répéter le miracle du premier film en matière d'avancée technologique, ce qui permet à l'œuvre de perdurer dans le temps et de vieillir tel un bon vin. Je voudrais aussi faire une mention spéciale pour Dyson, personnage illustrant ceux qui, en ayant les meilleures intentions, mènent la civilisation à leur perte via des choix ayant des conséquences désastreuses. C'est d'ailleurs pour attirer la sympathie sur ce personnage qu'on le montre si sympathique et avec une famille aimante, pour créer de la compassion pour ce dernier. En parallèle d'ailleurs, l'extrémisme de Sarah Connor est exacerbé en contraste avec ce personnage si gentil. Le climax est d'ailleurs d'une tension incroyable, mêlant action brute et émotion renversante, sublimé par la mise en scène de Cameron et une photographie opposant le bleu mécanique et le rouge flamboyant, on ne peut qu'être transporté face à cette séquence haletante. En ce qui concerne la BO, toujours orchestrée par Brett Fiedel, c'est toujours un sans faute tant l'artiste suit parfaitement l'évolution du ton de la saga, sans pour autant dénaturer l'identité même de cette dernière. Enfin, pour conclure, j'ajouterai que la version longue est hautement intéressante, comme pour tous les films de James Cameron. La relation entre le Terminator, John et Sarah est renforcée par des séquences mémorables qui auraient mérité de figurer dans la version cinéma, et le caméo de Kyle Reese durant la période de prison de Sarah est également une scène forte et mémorable. Vous l'avez donc compris, Terminator 2, le jugement dernier, est un excellent film, presque un chef-d'œuvre, si ce n'était pas un remake du premier. Mais voilà, franchement, GG James. Bon, c'est con, parce que il y avait deux excellents films. Là, maintenant, on va commencer un peu à passer dans la catégorie des films dispensables, oubliables, les films peut-être à chier, certains, peut-être nuls. Peut-être que certains m'ont poussé à étrangler mon prof d'art plastique et à lui foutre un critérium 14 cm dans le cul. C'est possible. Ah, monsieur Flaubert. Il est donc temps de s'attarder à Terminator 3, le soulèvement des machines, sorti en 2003 et réalisé par Jonathan Mostow. Bon, allez mater le film, moi je vais faire une sieste. Bon, maintenant, on va se mater un bon porno des familles, hein?
marcheur de... Non! Quoi? N'ouvre pas, malheureux. C'est sans aucun doute un piège. Un piège? Quoi? Gunther, Non, y'a pas de Gunther ici. vous êtes Magnum, Non? Jean du Grenier, Non. Hermite Critique. Ouais, c'est ça. Prends ça, culturiste autrichien, les couilles! 10 ans ont passé depuis Terminator 2. Désormais âgé de 22 ans, John Connor vit dans l'ombre, sans foyer, sans travail, sans identité. Mais les machines de Skynet parviennent à retrouver sa trace. Ils envoient alors vers le passé la TX, une androïde de nouvelle génération, pour éliminer le futur leader de la résistance humaine, mais également Kate Brewster, une jeune vétérinaire. Un autre Terminator est venu protéger la vie de John Connor. Ensemble, l'homme et la machine vont mener une lutte acharnée contre la TX. De l'issue de ce combat dépendra le futur de l'humanité. Encore un remake, mais cette fois-ci sans le talent de James Cameron. Il est d'ailleurs intéressant de noter que c'est d'autant plus énervant, car il n'y a aucun changement narratif dans ce troisième film. Là où le second opus remaniait ses personnages et ses thématiques pour offrir une nouvelle aventure avec le même fil conducteur, ici tout est reproduit sans saveur ni aucun savoir-faire. On est simplement face à juste une copie low cost. La saga perd sa photographie bleutée et ressemble à un téléfilm pour ados biberonné au clip MTV des années 2000. Sans compter la musique oubliable au possible, ce qui dénote avec les deux premiers films bien sûr. Par ailleurs, le concept d'un John Connor dépressif, fuyant ses responsabilités est intéressant. Il va devoir ainsi apprendre à affronter son destin, plutôt que de chercher à l'éviter. Montrer également l'état dans lequel on peut mettre un enfant sur qui on met une pression monumentale reste une bonne idée. Par contre, d'un autre côté, le personnage de Kate Brewster est totalement inintéressant et ne sert de bout en bout qu'à être une demoiselle en détresse antipathique, desservie par une actrice fade et insipide. Après, pour sa défense, les autres acteurs sont tout juste ok et ne semblent pas plus concernés par le projet que par le buffet de tournage juste après la scène qui viennent de boucler. Quant aux VFX, ils sont acceptables pour l'époque. Mais les deux premiers ayant été avant-gardistes et exceptionnels pour l'époque, le fait d'être sur quelque chose de seulement acceptable n'aide pas. En ce qui concerne les Terminator, le TX n'est pas vraiment innovant ni intéressant. Légèrement plus axé sur la technologie, elle possède également des capacités que le T850 n'a pas, et la capacité d'augmenter sa poitrine. Bref, en gros c'est un mélange entre le T800 et le T1000. Le T850 n'a d'ailleurs aucun changement notable vis-à-vis de son prédécesseur, et ne présente donc qu'une tentative pitoyable de répéter désespérément la même chose. Je dirais même qu'au-delà de la copie, on le ridiculise. Il n'a littéralement aucun intérêt. Et je ne parlerai même pas de la séquence où le Terminator, virusé comme ton vieux PC à cause du porno, va comme par la magie du scénario retrouver ses esprits. Le combat entre le TX et le T850 est d'ailleurs balourd, avec une mise en scène brouillonne et sans grand intérêt. De la même façon, la course-poursuite habituelle de la saga sera ici totalement soporifique, en tentant pourtant d'en faire encore plus, sans grande réussite. Et ne me lancez surtout pas sur l'espèce de robot soldat de Skynet qui a un design dégueulasse. Comme je l'ai relevé précédemment, le ton du film est gangréné par l'humour. Trop de moments s'avèrent ridicules ou désamorcent toute tension dans un métrage où l'on a déjà beaucoup de difficultés pour s'investir. Le résultat est donc peu probant comme on peut l'imaginer. À la limite, il y a deux éléments que je retiens de ce film et que je trouve intéressants. Premièrement, le fait que la venue de Skynet se fasse finalement par le biais de l'automatisation de l'armée, de la numérisation militaire et que l'on délaisse l'homme au profit des programmes informatiques. Et enfin la morale de fin. Les personnages principaux qui finissent par comprendre que le jugement dernier ne pourra jamais être évité et qu'il n'a pu être jusqu'ici que repoussé. Les spectateurs comme les personnages pensent que le film se terminera une fois de plus en vainquant Skynet, mais il n'en est rien. John et Kate renoncent à se battre car ils ne peuvent rien faire de plus. Ce qui doit arriver arrivera et le destin de Connor finira par s'accomplir. Certes, le message va à l'encontre de celui du deuxième film, et certains pourraient prendre ça pour une trahison, mais l'idée est tout de même sympathique et ayant passé ma critique à reprocher la fainéantise et le manque d'originalité, je serais bien hypocrite de reprocher un parti pris nouveau dans cette œuvre. Mais ce n'est pas le cas du film qu'on va traiter dès à présent, un film qui m'a fait renouer avec la franchise avec une passion qui m'avait quitté depuis un petit moment. Donc sans plus attendre, c'est parti pour Terminator Renaissance, le quatrième opus de la franchise, sorti en 2009 et réalisé par McG.
vite, il va nous rattraper, Yann, dépêche-toi. Qu'est-ce que t'en penses, Hermite? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Il nous rattrape. Du coup, ça va pas. Il est vachement fort, comment il fait? C'est à cause de son vélo, il a une pile électronucléaire. Un pile électronique, ta mère! Ah putain, c'est la merde! Panique! En 2018, après l'apocalypse qui a vu s'affronter les hommes et les robots, John Connor est devenu le chef de la résistance humaine contre Skynet et son armée de Terminator. Sa vision du monde est pourtant remise en cause par l'apparition de Marcus Wright, un inconnu qui se souvient seulement de s'être trouvé dans le quartier des condamnés à mort. Connor doit découvrir si Marcus a été envoyé du futur ou s'il est un rescapé du passé. Alors que Skynet prépare l'assaut final, Connor et Marcus s'engagent dans une odyssée qui va les mener au cœur même des opérations de Skynet. Ils y perceront le terrible secret qui se cache derrière l'annihilation programmée de l'humanité tout entière. Enfin, au bout du 4e opus, nous avons droit à une suite originale. Car après 3 films à nous avoir titillés sur une guerre futuriste, on reprend ici après la trilogie et dans ce futur dystopique tant attendu. La réalisation de Terminator Renaissance par McG est efficace et un véritable bol d'air frais pour la franchise, malgré une trop forte présence de séquences en shaky cam, rendant parfois certaines scènes un petit peu trop brouillonnes. On nous livre ici une photographie volontairement sale, terreuse, comme si Terminator avait migré tout à coup dans l'univers de Mad Max, et ça, j'adore. Les personnages, bien qu'intéressants, manquent par contre de développement. John Connor est un leader charismatique, très bien interprété par Christian Bale, et le voir confronté autant aux militaires qui se méfient de lui que les machines est très plaisant. Sa méfiance vis-à-vis de Marcus, un homme cyborg moitié Terminator, est donc d'autant plus légitime, étant donné la lutte qu'il mène contre les machines depuis toujours. Ainsi, voir sa confiance venir petit à petit en fait une très bonne évolution, bien que légèrement trop timide. Marcus est quant à lui un homme condamné à mort, un cyborg mi-homme mi-machine, dont le concept m'a énormément marqué. En effet, cette dimension de transhumanisme, qui est de faire évoluer l'homme par la machine, est totalement nouveau pour la saga et apporte un plus non négligeable. Des questions sur l'essence de l'humanité, ce qui différencie l'homme de la machine, tout ce que n'avait pas exploré la saga par le passé. Tout cela aurait été encore mieux si le personnage interprété par un Sam Worthington bien sympathique avait eu un développement mieux établi dans la narration du film. De son côté, Kyle Reese fait ici ses débuts et on assiste aux prémices de son histoire. Le personnage, interprété par le regretté Anton Yelchin, était prometteur, mais n'a pas eu sa trilogie afin d'épaissir le rôle et son développement dans l'histoire. Par contre, les personnages féminins ne sont clairement pas les plus intéressants ni originaux. Kate Brewster, cette fois-ci jouée par la très bonne Bryce Dallas Howard, est une véritable plante verte. Blair Williams, jouée par Moon Bloodcode, est celle qui s'en tire le mieux avec une soldat trahissant la cause pour ses idéaux et sentiments. Un personnage certes totalement stéréotypé, mais un minimum mis en avant. Et le reste du casting féminin se limite à une jeune fille muette et Helena Bonham Carter qui, je pense, s'est perdue et a débarqué sur le plateau de tournage. Certains ont critiqué les différences entre le futur bleuté et rempli de lasers promis par les premiers films et celui de Terminator Renaissance prônant une forme d'incohérence dans la saga. Personnellement, je pense que l'explication de ces changements est simple. Le futur original présenté par le premier film a tellement été modifié plusieurs fois dans la saga que l'on est face à une nouvelle version de ce futur apocalyptique. Et au pire, je rappelle que dans Terminator Renaissance, nous ne sommes pas à la fin de la guerre, loin de là, et que par conséquent, les technologies employées ont encore le temps d'évoluer. Le film est également très généreux sur les nouveaux modèles de Terminator, qu'il s'agisse du T-600 dont la mécanique est visible de loin et dont l'infiltration est encore balbutiante, le Terminator géant servant à rafler les êtres humains ou encore les motos Terminator, putain, rien que de le dire j'ai les tétons qui pointent. Tout est fait pour montrer la diversité des formes que prend l'ennemi de la race humaine. Il faut par ailleurs noter que l'ajout des motos Terminator permet également de nous présenter une course-poursuite beaucoup plus originale et divertissante que l'opus précédent. Quant aux effets spéciaux, ils sont plutôt réussis, mais le numérique de certaines scènes a parfois subi des affres du temps et ont par conséquence légèrement mal vieilli. Le film possède aussi de bonnes références aux opus précédents et fait très bien le lien avec la saga. On peut par exemple noter l'astuce de la lanière du fusil de Kyle Reese, la manière dont John Connor obtient sa cicatrice au visage, et sa rencontre avec Kyle Reese en le sauvant d'un camp de prisonniers qui est identique au récit déjà entendu par le passé. Enfin, le climax de Terminator Renaissance est efficace, redonnant à la machine son aspect horrifique, tout comme le lieu de l'affrontement final, mêlant chaîne de production robotique et camps d'humains rappelant certains camps historiques. On peut donc dire que Terminator Renaissance est un film certes imparfait, mais original et extrêmement généreux, dont l'absence de suite directe me fera à tout jamais détester certains producteurs.
Oh, une bouffée d'air frais de se dire enfin, on délaisse tout ce qui est voyage temporel, micmac de robots venus du futur. Là, on est dans le futur, on a l'apocalypse, les robots, les orgies. Non, pas cette partie-là. Vous l'aurez donc compris, j'ai pris un pied immense devant Terminator Renaissance. Pour moi, l'opus qui signait la renaissance de la franchise, qui partait pour une nouvelle trilogie se passant dans le futur et allant jusqu'à l'envoi de Kyle Reese dans le passé. Ah putain, ça aurait été génial. S'il n'y avait pas eu Terminator Genesis. Terminator Genesis, réalisé en 2015 par Alan Taylor, alias Monsieur Thor le monde des ténèbres. Ça va donner. Salut les fans de Gunther, c'est Gunther. Petit nouveau vlog dans cet hôtel particulier où on a pris refuge. Parce qu'on a essayé de m'assassiner. Tout ça parce que je dis la vérité sur le 11 septembre et sur les chambres à casse. Du coup, les lobbies qui dirigent le monde ont envoyé un robot, moitié roux sans âme pour essayer de me tuer. Du coup, attention. On doit faire attention et se bloquer, n'est-ce pas, mon sauveur? Ouais. D'ailleurs, il est où l'autre? Moi, je sais pas. Bon, on a pris rendez-vous dans cette petite chambre d'hôtel en amoureux, pour être tranquillou pilou. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une sextape? Vu qu'on est en train de voir... Vite, on se casse. Vite, je sais où aller. Vite. Je sais où aller, je sais où est-ce qu'on pourrait se planquer. Elle doit droit tranquille, vite, suis-moi. Le leader de la résistance, John Connor, envoie le sergent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor, et préserver l'avenir de l'humanité. Des événements inattendus provoquent une fracture temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du passé. Ensemble, ils doivent faire face à un nouvel ennemi. La menace a changé de visage. Ce film est un véritable reboot qui ne s'assume pas vraiment. Il a le cul entre deux chaises et ne sait pas s'il est une suite ou bien un reboot. Dans tous les cas, nous devons faire face à une réalisation molle et sans personnalité, agrémentée d'effets spéciaux d'une laideur sans nom. Même si le film démarre par une première séquence dans le futur de bonne facture, le reste ne suivra malheureusement pas. On nous promène d'une péripétie à une autre à l'aide de scènes d'action pas trépidantes pour un sou. Et encore si les péripéties s'avéraient intéressantes, ici on fait un rétropédalage pour assister à l'éternel voyage dans le temps pour faire repartir la saga de zéro. Le concept aurait pu être intéressant s'il était bien exploité, mais ici malheureusement ça n'est pas le cas. La faute à trop de voyages temporels donnant naissance à un tout bordélique et incohérent. Le film essaie d'ailleurs de se donner un air philosophique sur le destin, mais sur le papier c'est verbeux pour rien dire, avec des dialogues écrits par un enfant de 10 ans qui se croit subversif. En ce qui concerne les personnages, cela reste en demi-teinte. Sarah Connor possède un concept intéressant. Elle remet en question sa destinée amoureuse avec Kyle Reese et n'est pas la frêle femme en détresse que s'attendait à voir le jeune homme. Cette remise en cause aurait été intéressante si on croyait à un seul moment qu'elle ne finirait pas tôt ou tard avec Kyle Reese. Ce dernier qui, soit dit en passant, est insipide et quasiment un spectateur de l'histoire. En ce qui concerne leurs interprètes, Emilia Clarke est une bonne relève à Linda Hamilton pour le rôle de Sarah Connor, mais Jai Courtney en Kyle Reese, c'est comme voir Dominique Purcell jouer le rôle d'une quiche. En même temps, bonne chance pour jouer des dialogues artificiels destinés à grossièrement faire évoluer la relation entre les personnages. Aussi, le film met en avant le concept d'un Terminator vieillissant. Le principe est également intéressant, mais le personnage interprété par un Schwarzy qui commence à être trop vieux pour ses conneries ne convainc pas. La faute à un personnage trop humanisé, source de séquences humoristiques malaisantes au possible. Par ailleurs, de l'autre côté, le grand méchant de cet opus interprété par un Jason Clarke cabotinant au-delà de l'imaginable, n'est autre que John Connor. Un méchant bas de gamme et caricatural qui, une fois n'est pas coutume, avait un principe intéressant. Faire du Jésus de la saga l'Antéchrist aurait pu proposer quelque chose de marquant. Malheureusement, on a beau avoir un concept de nanomachine sympathique, son évolution l'ayant amené au-delà de la compréhension humaine, l'exécution s'avérera hasardeuse et grossière, tant dans le fond que dans la forme. Et comme cela ne suffisait pas, on nous sert un nombre indigeste de Terminator déjà vu dans la saga, à éliminer aussi facilement que n'importe quelle péripétie au sein d'un film ayant désacralisé son méchant iconique. Coucou Alien. Même si un Skynet contemporain à l'ère des réseaux sociaux paraissait une bonne idée, ce n'est que peu exploité au sein de l'œuvre non plus. On a donc face à nous une œuvre boursouflée de fanservice et d'allusions, remplie de twists scénaristiques comme un Schwarzy ressuscité comme par magie à la fin du film, et des questions sans réponse car le film devait être le début d'une nouvelle trilogie. C'est donc un beau gâchis et une magnifique perte de temps et d'argent.
Ce film est d'un con, mais d'un con, d'une connerie. J'ai jamais vu ça. Un film qui encule sa saga à un niveau, mais jusqu'à la 3e vertèbre. Si James Cameron ne devient pas paraplégique après ça, je sais pas ce qui se passe. Oui, on sait, notre Sir James préféré, il a fait un petit post, il a fait « Ouais, c'est le vrai film, la vraie suite de la franchise, allez le voir, Oula, Adim, c'est trop bien, wesh, let's go !» Oui, on sait, il a été payé pour dire le film est génial, allez le voir. En même temps, les mecs, faut le comprendre, faut financer Avatar et les suites. Mais le mec, il est pas con, il est capitaliste. Donc, vous l'aurez compris, Terminator Genesis, bon, certes, c'est de la merde, mais au-delà de ça, c'est un scénario incohérent, des acteurs en dents de scie, des incohérences, un reboot qui s'assume pas, bref, à oublier dans le fond des chiottes. Let's go. Et alors que je me trouvais du haut de mes 16 ans à me dire que la licence pouvait pas tomber plus bas, que ça y est, on était arrivé au fond, au niveau de l'enfer. Ah non non. Ah non non, la licence pouvait nous prouver encore qu'on pouvait creuser, il y avait du pétrole. Et c'est ainsi, en 2019, à travers la réalisation de Tim Miller, réalisateur des 2 films Deadpool, que nous enterrons la saga Terminator. Elle nous manquera très fort, oui. Excusez-moi du retard. Voulez-vous un petit thé, mesdames et messieurs? Ah, un excellent petit thé. Et un excellent gâteau. Oh, vous savez, j'ai entendu parler de cette fameuse histoire de robots qui reviennent du futur, soi-disant. Vous savez, moi et les robots, ça en fait qu'un. Oh, vous savez, j'y crois moyen, c'était qu'un. Délicieux. Vous savez, mon ex-femme qui est décédée m'a dit qu'une fois les robots... Quelle histoire de tête. Depuis quand ça existe, les robots du futur? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oh, et pareil, les machines. Comment on a pu inventer des machines à thé alors que le thé à la main, c'est délicieux. Suctueux, délicieux. Délicieux, let's go baby. Oh, une heure de 1992, une excellente arme, très cher ami pour débuter. J'en ai pas eu depuis 5 ans, mais vous savez, le 30 sûreté n'est pas libre. Il vivra. Non mais on s'en branle, finis-le, t'inquiète. Je suis gentil. De nos jours à Mexico, Dani Ramos travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus. D'un côté, une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme à un rêve neuf. De l'autre, Grace, un super soldat génétiquement augmenté, envoyé pour la protéger. Embarqués dans une course-poursuite à travers la ville, Dani et Grace ne doivent leur salut qu'à l'intervention de la redoutable Sarah Connor, qui traque les Terminators depuis des décennies. Elles se mettent en route, mais le Terminator Rêve 9 les poursuit sans relâche. L'enjeu est d'autant plus grand que sauver Dani, c'est sauver l'avenir de l'humanité. Que dire de ce film? Nous sommes face à un Terminator mexicano-féministe mettant en scène une Linda Hamilton et un Schwarzy tellement fatigués qu'ils semblent tout droit sortis du formol. Vous me direz, le reste du casting ne semble pas en avoir vraiment quelque chose à faire non plus. Le film commence fort, en tuant John Connor juste après Terminator 2, ce qui était clairement culotté. Bon, ça reste totalement incohérent d'avoir un autre T-800 à ce moment dans l'histoire sorti du trou du cul de l'enfer, mais bon, on peut au moins souligner l'effort. Malheureusement, les scénaristes se contenteront de reproduire un énième Terminator 1.5 en remplaçant simplement les anciens personnages par des femmes fortes et indépendantes, aussi convaincantes que celles de Pirates des Caraïbes 5, pour suivre la tendance du moment et non porter un réel message. Car ceci est fait avec la subtilité d'un ours débarquant dans une entreprise de saumon. Les femmes sont fortes car elles n'ont pas besoin d'aucun homme. Sarah Connor ressemble juste à une vieille alcoolique pitoyable. On fait ressembler le plus possible Grace à un garçon manqué pour simuler encore plus un aspect féministe superficiel qui n'a aucun intérêt ni développement réel. Et on essaie de nous faire subtilement croire que Dani est simplement la mère du futur leader de l'humanité, comme Sarah avant elle. Non, Dani, le danger, c'est pas toi. C'est ton ventre de future mère. Mais non, oh là là, c'est elle, parce que c'est une femme. Pas besoin d'être une maman. Elle peut être forte par elle-même et pas uniquement un four à bébé. Je parle de manière extrêmement mécanique, comme le film est extrêmement artificiel. Tu me diras, c'est logique pour Terminator. Alors oui, tu peux être une élue de la prophétie, une future battante, une vraie warrior. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu de charisme s'il vous plaît dans ce film? Car dans les 2 premiers, les héros étaient au moins badass.
Dans l'original, Sarah Connor apprend certes au cours du film à se battre. Au début, elle est vraiment sans défense. Mais lorsqu'elle est fragile, l'actrice est investie et on a de l'empathie. C'est pas une putain de courge sans âme. L'autre aspect moraliste absurde est une critique politique en rapport à l'immigration complètement grossière. Ici, on est de gauche, on est féministe et anti-Trump. Regardez les pauvres Mexicains qui perdent leur emploi à cause des robots, qui sont harcelés par la police, qui veulent juste passer la frontière. Non, plus sérieusement, ce que je critique ici, ce n'est pas le message, mais les sabots gigantesques qu'utilise le film pour les transmettre. Du côté des nouveaux Terminator, le Rêve 9 est sympathique dans son concept, son imagerie et le fait de montrer un acteur hispanique afin d'illustrer l'adaptation ethnique du Terminator suivant le lieu où il est envoyé. Par contre, le vieux Terminator qui s'occupe de son chien et d'une famille, qui envoie des textos à Sarah Connor pour tuer du Terminator, mais qui, lui, ne branle rien à part poser des rideaux, c'est non. La créature synthétique censée être programmée pour accomplir une mission a pris des décisions de lui-même sur sa vie et a des réflexions profondes alors que c'est juste un robot qui doit remplir un objectif. Même si le robot n'a plus de but, il ne peut pas s'en créer de lui-même. Il répond à un programme. D'autre part, en plus d'annuler sans pression les anciens opus de la saga, Terminator Dark Fate ne peut s'empêcher de les copier frauduleusement. Qu'il s'agisse de nous présenter un cyborg optimisé, de mettre en avant un vieux Terminator, d'essayer de faire un reboot de la saga, tout ce qui est censé être nouveau pour que l'existence de cette suite soit justifiée n'est que pur recyclage. Ensuite, les effets spéciaux passent du correct au dégueulasse, avec par contre une mention spéciale au rajeunissement numérique de John, Sarah et Schwarzy au début de film, vraiment réussi pour le coup. Et les scènes d'action sont ennuyeuses, dégueulant d'effets numériques au rabais, qu'il s'agisse de la course-poursuite, de la scène de l'avion, etc. Aucune scène ne possédera de mise en scène convaincante et ne transportera le spectateur. Tout comme Genesis, il n'y a aucun talent ici. Enfin, ce film soporifique à la musique inexistante possède un des climax les plus horriblement répétitifs et sans intérêt que j'aurais jamais vu de ma vie. Terminator Dark Fate est donc, comme son nom l'indique, le point d'orgue d'une saga qui se sera enfoncée de plus en plus dans un destin bien sombre. Ainsi donc la saga s'est crashée. Terminator, en seulement 6 films, a réussi à se reboot 2 fois, toujours avec un grand échec d'ailleurs, et n'a pas réussi l'exploit des 2 premiers films, même s'il y a eu un petit sursaut au 4e. La saga est maintenant morte et enterrée au cinéma pour l'instant, on espère que ça va continuer comme ça. Et aux dernières nouvelles, on parle de jeux vidéo, pourquoi pas, et d'une série d'animation japonaise, et là ça m'intéresse beaucoup plus. La saga réussira-t-elle à se relever de ses cendres? Je l'espère, peut-être à travers du coup d'autres médias tels qu'on l'a dit, ou peut-être un film prophétique qui, tel John Connor, tel le Messie, ramènera la paix, l'amour et la qualité dans cette saga qui en a grandement besoin à l'heure actuelle. Chers viewers du 21e siècle, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée, bonne soirée, mais n'oubliez pas, je reviendrai. Eh dis donc, tu penses pas qu'on devrait les aider là quand même? Eh non, ils s'en sortent très bien. C'est terminé. La base virale VPS a été mise à jour. Ok, il est vraiment chelou cet épisode. Si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos Mindkinder, je te conseille de t'abonner à la chaîne Crazy Bunch Studio. N'hésite pas également à liker et à poster un commentaire. Ça nous aide pour le référencement IA. Je commence un peu à me faire chier, moi.